Bonjour et merci de nous retrouver pour Un cœur qui écoute, notre rendez-vous de réflexion spirituelle. Et aujourd'hui, nous allons parler de travail et je suis très heureux de recevoir Chantal Delsol. Bonjour. Bonjour. Chantal Delsol, vous êtes philosophe, vous êtes professeur de philosophie à l'Université de Paris-Est et vous êtes également membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Alors, pour commencer notre entretien, je vous propose que vous nous lisiez un petit texte sur le travail, quelque chose qui nous fasse réfléchir. J'ai pas un texte, c'est pas un texte sur le travail. Vous m'avez demandé d'apporter un petit texte spirituel, je ne sais pas. J'ai apporté juste quelques lignes de Max Jacob que j'aime beaucoup. C'est une sorte de poème. Ça s'appelle Issue. La jeune fille, c'est mon âme, a été introduite par les 4 démons ailés dans ma chambre, les bras liés. On va lui scier les poignets. Elle s'évanouit. Mais notre Seigneur dit, « Venez par ici, car il y a parmi les saints beaucoup d'enfants qui vous ressemblent. » Voilà. Et pourquoi est-ce que ce texte vous touche? Ça signifie que je pense que toute âme est destinée au salut. Alors voilà, ça me touche et c'est très poétique. Alors on va commencer par essayer de définir ce que c'est que le travail, et après, avant de voir en quoi c'est une valeur et en quoi ça peut avoir un écho spirituel. Alors, pour vous, c'est quoi le travail? C'est une manière, une possibilité de rendre le monde plus fréquentable. Le monde n'est pas très fréquentable. Et, enfin, évidemment, la philosophie du travail que nous avons n'est pas une pensée complètement objective, pas du tout. C'est une manière de voir, ça fait partie d'une anthropologie. Et pour nous, je veux dire pour nous occidentaux, chrétiens aussi, bon, parce que nous sommes... les occidentaux sont pénétrés de christianisme et les chrétiens sont pénétrés de philosophie occidentale. Pour nous, le travail consiste à améliorer la terre. Donc, je reste là. Enfin, c'est ce qui me paraît le plus important. Vous n'avez pas l'impression qu'on est dans une civilisation ou dans une époque qui a tendance à dévaloriser le travail, à en faire une sorte justement, de malédiction qu'il faudrait fuir? Oui, mais justement, ça correspond avec, avec cela, avec la fin du mythe du progrès. Non pas que le mythe du progrès soit tellement ancien, mais vous savez, le travail a commencé à être valorisé par le christianisme. Chez les Grecs, le travail n'était pas valorisé, il était accompli par les esclaves. Au contraire, ce qu'il fallait, c'est ne pas travailler. Réfléchir et gouverner, c'était les deux apanages du citoyen et de l'homme libre. Le travail était complètement dévalorisé. C'est à partir du christianisme, en gros, que le travail commence à valoir quelque chose. Et puis, finalement, ensuite, une fois que le christianisme s'efface peu à peu, s'il n'est pas complètement effacé, bien sûr, mais nous sommes là pour en témoigner, mais enfin, bon, il n'est plus une philosophie commune. Il est remplacé par la philosophie du progrès, par le mythe du progrès, je ne sais pas comment il faut l'appeler, progrès avec un grand P plutôt, qui va finalement reprendre ces idées, ces thèmes en les laïcisant, et dont le travail qui rend la terre plus habitable. Et donc le travail va avoir une grande importance dans la philosophie des Lumières. Et c'est parce que la philosophie des Lumières est en train de s'effacer aujourd'hui, parce que notamment l'idée de progrès s'efface, que l'idée de travail s'efface aussi. C'est une sorte d'étape un peu, je dirais, asiatique peut-être, de notre culture. Pourquoi asiatique? Oh, pourquoi revaloriser la terre? Pourquoi faire quelque chose de la terre? Pourquoi améliorer les choses? Après tout, de toute façon, ce qui arrive, arrive. C'est comme ça. Une sorte de fatalisme. Ouais. Vous pensez qu'on est dans un monde fataliste? Oui, je pense qu'on est dans un monde où le fatalisme est en train de revenir. Le fatalisme, l'idée c'est le destin qui remplace le salut aujourd'hui, je pense. D'ailleurs, vous entendez constamment parler du lâcher-prise, par exemple. Constamment. C'est ça, le lâcher-prise, c'est ça, c'est... laissons faire. C'est pas la peine de se tuer à la tâche. C'est pas nous qui allons changer le monde. Alors pourquoi les chrétiens
pourquoi les chrétiens ont tant insisté sur cette valeur travail? Pourquoi est-ce que c'est... Parce que c'est quand même, vous l'avez dit, c'est une exception. Oui. Et même si les Lumières se sont détachées du christianisme... Oui, mais les Lumières ont continué. Ils ont continué, oui. voilà. Pourquoi c'est si important pour nous, le travail? Qu'est-ce qui nous a pris de mettre en valeur ça? Parce que pour le christianisme, le judéo-christianisme, parce que nous avons le même texte originel, la terre n'est pas achevée. Elle est laissée par le Créateur inachevée. Et c'est inscrit dans notre mythe originel. Le mythe, c'est pas une mystification, c'est une histoire signifiante. Donc, si vous reprenez le Pentateuque, vous apercevez que la terre est donnée, dans notre histoire originelle, comme un monde qui n'est pas achevé. Le Créateur nous le laisse pas encore fini. Et il nous dit, à vous de le finir. Pour commencer, il nous dit, vous donnez les noms. Et donner les noms, c'est prendre le pouvoir. Oui. Et ensuite, il nous dit, vous l'achevez. Achever, c'est un bien grand mot, parce que est-ce que nous, on peut achever quelque chose? Bon. Oui. Mais enfin, on poursuit. Et donc, le travail, c'est ça. C'est poursuivre une œuvre que le Créateur a laissée inachevée. Marie Belle-Marie avait écrit un beau livre qui s'appelait « Dieu n'a pas créé l'homme ». Ça paraît incroyable, mais non, si, ça veut dire Dieu n'a pas fini l'homme. L'homme n'est pas fini. C'est à lui de se finir. Et c'est à lui de finir le monde. D'où le travail. Ce travail, c'est sur le monde qu'il faut le faire ou c'est sur soi? Les deux. Les deux. Mais enfin, le travail sur soi, c'est la sagesse, c'est la morale. Le travail sur le monde, c'est le travail. Ouais. Ce qui est difficile, c'est surtout à notre époque, c'est d'essayer de trouver une valeur spirituelle au travail. Parce que ce que vous nous avez dit, c'est vrai. Enfin, c'est une jolie histoire, ça paraît bon, on se dit. Mais quand on doit se lever le matin et se dire, je vais faire quelque chose qui ne m'appartient pas, le produit ne m'en appartient pas, il appartient au patron. Comment est-ce qu'on peut trouver quelque chose de beau là-dedans? Oui, je suis bien d'accord avec vous. C'est vrai que dans beaucoup de cas, le travail est finalement plutôt quelque chose de pénible, qu'on n'a pas envie de faire, qu'on fait uniquement par utilité. Et d'un autre côté, même si on peut rêver de ne pas travailler, est-ce qu'on aimerait ne pas travailler du tout? Je sais pas, est-ce que les gens qui sont à la retraite sont malheureux? Bon, ça doit dépendre desquels. Mais c'est pour ça que je crois qu'on a quand même un peu le devoir de faire en sorte que le travail, quel qu'il soit le moins, disons, le moins inintéressant possible. Bon, nous avons... Bien sûr, tout ça est un peu idéaliste. Souvenez-vous de l'œuvre de Solzhenitsyn, Une journée d'Ivan Denisovitch. Alors évidemment, ça c'est le summum de l'idéalisme. Voilà un homme c'est un zèque, il est dans un camp en Sibérie, il doit faire quelque chose comme -40, et il a un mur à monter, il sait que ça sert à rien, c'est uniquement pour l'embêter qu'on lui fait monter un mur par -40, et finalement il en fait une œuvre. Alors évidemment, c'est aberrant, on dit bon, mais il y a quand même quelque chose à en tirer de ça. Parce qu'il se dit finalement, je ne suis pas uniquement Ivan, celui qui a encore attiré 16 ans de camp par -40 et qui ne sait pas s'il va pas mourir largement avant la fin. Je suis Ivan, celui qui a été capable de construire un mur alors que ça ne servait à rien. C'est pas complètement idiot quand même. Vous voulez dire que le travail, donc une activité extérieure, nous construit aussi intérieurement? Ouais, qu'est-ce que ça nous donne? En quoi ça nous construit? Ça nous permet d'être plus que ce que nous sommes, ça nous humanise d'une certaine façon. Quand nous naissons, nous sommes de vagues hominidés. Pour être humanisé, il en faut plus que ça. Alors il faut une solide dose d'éducation et puis le travail compte. Je suis quand même ce que j'ai fait. Hein. Je suis celui qui a fait ceci, qui a construit ce pont, qui a écrit ce livre, qui a fait ceci ou cela. Je ne suis pas seulement le fils de machin, vous voyez. Je ne suis pas seulement celui qui a telle généalogie ou qui est né à tel endroit. Non, je suis aussi celui qui a fait ceci ou cela. Ça compte énormément, quand même. Ça a compté pour vous? Ah oui. Vous avez beaucoup travaillé? Oui, je crois que j'ai beaucoup travaillé, mais bon, pas plus que d'autres, évidemment. Oui. Mais, oui. Et ça vous a apporté quoi, à part peut-être l'Académie des sciences morales et politiques? Oui, non, mais vous savez, moi, j'ai deux vies, hein. J'ai deux vies parce que j'ai une vie de mère de famille qui est quand même très riche parce que j'ai eu beaucoup d'enfants et j'ai quand même, je me suis quand même beaucoup occupée, enfin, ce qui est normal. Et puis j'ai une vie professionnelle. Donc j'ai l'impression d'avoir beaucoup donné des deux côtés, mais bon, c'est une joie, hein, c'est pas du tout. Hein.
Et ça vous a édifié, ça vous a sauvé. Il y en a qui disent le travail, ça m'a sauvé. Si j'avais pas eu mon travail, je serais parti. Ah bah, moi je dirais ça, oui, ah oui, complètement. Ah bah, si, bah, je sais pas ce que j'aurais pu être. Oui, bien franchement, je pense que ça sauve. Ça sauve. Alors évidemment, j'ai la chance d'avoir eu les deux choses que j'ai faites, puisque c'était finalement ma vie est double. Éduquer les enfants, c'était quelque chose d'extraordinaire. Vous diriez que c'est un travail? Oui, oui, c'est une forme de travail, parce que c'est une manière d'améliorer la terre, encore une fois. Oui. Et c'est la chose la moins vaine qui puisse exister. C'est-à-dire que c'est la seule œuvre, sans dire le mot œuvre d'une façon dramatique, mais dont on ne peut jamais dire tant pis. Jamais. On ne peut jamais dire tant pis si ça marche pas, tant pis si c'est pas fini. Jamais. C'est jamais vain. Tout est important. Donc et donc aussi bien pour cela que pour le reste, c'est-à-dire le travail d'écriture, de philosophie, même d'écriture romanesque et tout. C'est quelque chose qui vous façonne. Mais justement, est-ce que, enfin, vous dites c'est quelque chose qui n'est jamais vain, l'éducation des enfants. Il me semble que c'est une terrible responsabilité. À la limite, vous avez fait un mauvais livre. Ah ben voilà, vous avez raconté exactement. que, On peut dire voilà. et puis après. Et puis après, and oui. so what, hein, Oui. bon, Oui. voilà. J'ai raté mon émission. Bon, Oui. il va pas trop m'en vouloir. Qu'est-ce que ça peut faire? Et ce livre n'a pas marché. Et j'ai raté mon cours. Et bon, peu importe. Mais un enfant peut pas. Alors, ça ne veut pas dire qu'on fait tout bien, loin de là, très loin de là. Mais ça veut dire quand même qu'on a, oui, la responsabilité est énorme. C'est vrai. Et c'est finalement, c'est quand même ce qui est le plus important, au fond. Ce qui est le plus important, au point de vue de la gravité, littéralement, c'est-à-dire que c'est le plus lourd. C'est le plus lourd. Ça ne veut pas dire que c'est toujours le plus plaisant, parce que c'est parfois, c'est fatigant, c'est usant, mais c'est le plus lourd d'un point de vue, oui, d'un point de vue existentiel, d'un point de vue. Ce qui est le plus profond, ce qui est le plus important. Alors, il y a on le voit dans l'actualité, hein, il y a des gens qui se tuent pour leur travail, et il y a dans des grandes entreprises, il y a des gens qui se suicident, dans l'actualité, on le voit très, très souvent. Est-ce que vous pensez que le travail, ça mérite qu'on se tue? Alors, mis à part la question du suicide et de la condamnation morale ou pas du suicide, ça c'est. Mais est-ce qu'on peut aller jusque-là? Est-ce qu'on peut Sûrement pas. Sûrement pas. Je pense que c'est une perversion de notre époque, ça. Cette espèce de goût et d'ambition effrénée pour le travail qui fait que je pense que ça a dû commencer à l'âge industriel. Je n'ai pas fait d'études là-dessus, évidemment, mais cette espèce de folie qui fait que si on ne reste pas au travail jusqu'à 11 h du soir, on n'est pas un homme. Enfin, des choses complètement débiles. Enfin, je trouve ça débile, fou. Oui. Les gens qui se tuent pour le travail, moi je vois ça autrement, mais je n'ai pas fait d'études là-dessus non plus. Donc, vous savez, ce qu'on dit, ça peut être des impressions fugitives ou juste de première pensée. Je pense que ce sont des gens qui avaient l'habitude de vivre dans des milieux extrêmement sécurisants. Et quand leur entreprise devient un peu plus proche de quelque chose de libéral ou de privé, ils ne supportent pas les cadences ou la manière d'être. Je pense que les ouvriers bulgares ou roumains ou polonais ou autres qui avaient l'habitude de vivre dans des entreprises soviétiques ou proches du soviétisme, dans lesquelles on avait toute sécurité, on arrivait quand on voulait, on partait quand on voulait, on passait son temps à boire du café, on faisait pas grand-chose parce que de toute façon on n'était pas payé. Quand ils sont passés tout d'un coup dans un système libéral où il a fallu pointer le matin, ils sont devenus fous, hein, beaucoup sont devenus fous, et ça peut se comprendre. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose comme ça. Mais évidemment, le travail ne vaut pas, ne faut pas qu'on se tue pour ça, ni dans un sens ni dans l'autre, ni dans le sens réel, comme vous parlez de suicide, ni au sens où il faudrait y passer 20 h sur 24, abandonner pour ça sa famille. Non, il y a une priorité des choses, hein, attention. Et justement, quand on est confronté, à ce genre de situation où le travail paraît impossible, comment faire avec ce que vous avez dit précédemment, ce qui est vrai, enfin qui est juste, qui sonne vrai, que le travail c'est aussi ce qui nous édifie. Comment est-ce qu'on peut réintroduire de la spiritualité ou du sens dans un travail qui paraît absurde?
Est-ce que c'est possible? Ou est-ce qu'il faut, vous voyez où je veux en venir, est-ce qu'il faut, à un moment dire ça suffit? Ouais, je pense qu'il faut dire à un moment ça suffit. Il n'y a pas il y a aucune raison d'être dépassé par son travail. Alors il peut y avoir des gens qui se trouvent tellement coincés que bon, au moins pendant un moment, ils vont être dépassés par leur travail, d'accord. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont dépassés par leur travail parce qu'ils le veulent bien. Si vous croisez 30 personnes dans la journée, vous pouvez être sûr que sur les 30, il y en a 27 qui vont vous dire je suis débordé. C'est pas normal. Oui. C'est totalement normal. On ne devrait pas être débordé. On est débordé quand on a un travail qui est trop important pour soi. Donc on n'a qu'à en faire moins. Alors parfois on ne peut pas parce qu'on est coincé par... on est obligé de prendre ce salaire, on n'en trouve pas d'autres. Bon, enfin, dans la plupart des cas, ce sont des gens qui en prennent trop, peut-être pour se rendre plus intéressant, je ne sais pas. C'est pas normal que les 3/4 des gens soient débordés. Vous croyez au dimanche? Je veux dire, à ce jour oui. qui est donné à Dieu, finalement. Oui. Même si c'est un jour où on s'ennuie un peu. Personnellement, j'adore travailler, donc je ne dirais pas que c'est le dimanche, c'est le jour que je préfère. Oui. Parce que je suis tellement contente quand j'écris, quand je travaille, quand je lis. Mais je pense qu'il faut se forcer un peu à s'arrêter. Même si on a l'impression de s'ennuyer, mais s'ennuyer, c'est pas mal non plus. Hein. Ça permet de penser à autre chose. À Dieu? Est-ce qu'on peut s'ennuyer? Par exemple, par exemple, à Dieu ou aux autres, ou un souci qu'on peut avoir, ou un problème qu'on peut avoir avec soi-même, ou je ne sais pas. Mais en même temps, vous souleviez tout à l'heure une autre question. Que faire quand un travail est absurde? Oui. Et c'est vrai qu'il y a des travaux qui sont absurdes. Je me rappelle une des questions que se posait Antoine Riboud, quand il voyait quand même que... Parce que c'était quand même quelqu'un qui pensait à ses ouvriers. Qui est Antoine Riboud? Parce que tout le monde... celui qui avait créé Danone, enfin... il y avait un certain nombre de types chez lui qui passaient leur vie à mettre des bouchons sur les bouteilles, parce qu'il devait y avoir là-dedans badois, je ne sais pas. Il dit, mais comment faire pour rendre un travail pareil intéressant? Vous savez, on s'est beaucoup posé des questions entre les deux guerres. Il y a eu un certain nombre de courants de pensée pour savoir comment créer des petites communautés de travail pour qu'à l'intérieur même d'une usine, les gens se sentent au moins intéressés, même par un travail idiot. Bon, je me rappelle qu'à l'époque d'Antoine Riboud, sa thèse c'était plutôt il faut qu'il travaille le moins possible, qu'il travaille 25 heures. Pas 38, mais 25. Et au moins que ce travail, ça passe vite. Je ne sais pas si c'est la meilleure solution, mais c'était déjà important que quelqu'un y pense. Vous voyez? Parce que c'est vrai qu'il y a des travaux qui sont, par définition, inintéressants. Et c'est facile, quand on a un boulot aussi intéressant que le mien, de venir dire le travail, c'est une œuvre qui rend le monde fréquentable, ça doit être génial, pensez à Ivan Denisovitch, etc. C'est trop facile. Le type qui met des bouchons sur les bouteilles toute la journée, effectivement... Mais on devrait davantage se pencher là-dessus. C'est ce qu'a fait Simone Veil, dont c'est le centenaire, qui à un moment dit c'est insupportable. En fait, c'est ça sa grande pensée, c'est de dire l'homme a été dépossédé de lui-même par le travail. C'est vrai. Spirituellement, on s'entend. En même temps, Simone Veil est crédible et elle ne l'est pas, parce que j'admire énormément ce qu'elle a écrit, et c'est un personnage extraordinaire, émouvant, pathétique même. Mais si vous voulez, le passage en usine de Simone Veil, c'est pas probant, parce que je pense que ce dont elle ne se rend pas compte, c'est que tout le monde ne peut pas être comparable à elle. Elle est quand même une jeune femme, très jeune encore, puisqu'elle est morte à 34 ans, très frêle, en très mauvaise santé, n'ayant jamais accompli aucun travail manuel, même pas chez elle, ou probablement elle n'a jamais fait la vaisselle, elle avait des parents qui la couvaient, et qui l'ont couvée d'ailleurs toute sa vie. Et puis tout d'un coup elle part à l'usine, alors c'est terrifiant, elle ne peut pas supporter, et elle pense que tout le monde est comme elle. Non, il y a un paquet de gens qui sont plus forts, qui ont l'esprit plus frêle, mais le corps plus fort, tandis qu'elle, c'est le contraire. Elle, tout est dans son esprit. Enfin, vous voyez, je pense pas qu'elle voit les choses exactement correctement, comme il faut. Bon, cela dit, j'admire beaucoup sa philosophie, mais je pense que c'est pas forcément sa philosophie du travail qui serait la chose la plus intéressante chez elle. Dans votre livre « Qu'est-ce que l'homme ?» vous parlez l'un des propres de l'homme, c'est s'émanciper. Est-ce qu'on peut s'émanciper par le travail? Mais j'espère bien, certainement. S'émanciper, c'est-à-dire sortir des cadres dans lesquels nous sommes
déterminés, conditionnés, sortir de notre condition, de la condition humaine, enfin en sortir. On ne peut pas en sortir jamais, complètement bien sûr, mais on peut au moins faire éclater un peu les cadres. On ne peut pas définir quelqu'un, c'est ça que vous voulez dire. Voilà. C'est-à-dire que le but, c'est de sortir des définitions. Oui. Faire en sorte que les définitions ne soient jamais figées. Et donc c'est ça le désir d'émancipation qui, je crois, est humain, est de toujours, et il ne faut surtout pas s'en débarrasser, tenter de s'en débarrasser. Alors je pense qu'effectivement le travail nous permet de sortir de là. D'ailleurs, le fait qu'une femme travaille lui permet de sortir de sa condition, hein. Ce qui n'est absolument pas nouveau, puisque finalement les femmes oisives, ça occupe à peu près un siècle de notre histoire. Pourquoi voulez-vous dire? Je veux dire que c'est l'ère industrielle, on invente la femme oisive, mais avant les femmes travaillaient, tout autant. Juste, il nous reste quelques minutes. On a parlé du travail sur soi, du travail spirituel. Vous dites le lâcher prise, qui est aussi une manière de travailler sur soi. Hein. C'est pas. Non, vous n'êtes pas d'accord? Je ne sais pas. Ou alors je connais pas. C'est très à la mode. Peut-être que je ne connais pas assez. De dire il faut tout lâcher. Vous êtes partisane justement d'un travail sur soi. Il faut se vaincre. Je pense qu'il ne faut rien lâcher. Lâcher prise, pour moi, c'est un terme de la... Bon, je n'ai rien contre les sagesses, bien au contraire, j'admire et je respecte beaucoup. Mais enfin, ça signifie, finalement, le monde nous façonne plus que nous ne le transformons, donc laissons faire le monde sur nous. Bon, il est vrai que nous, les Occidentaux, nous sommes toujours en train de vouloir transformer le monde. Eh bien, moi, je suis occidentale. Je pense qu'il faut transformer le monde, je pense qu'il ne faut pas lâcher. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être trop prométhéen, ça ne veut pas dire qu'il faut devenir Frankenstein, ça ne veut pas dire qu'il faut vouloir faire n'importe quoi, ça ne veut pas dire que notre puissance est totale, bien sûr que non. Mais je pense qu'il faut poursuivre. C'est un exemple que donne Bergson. Dans Kipling, il y a un vieux major qui est au fin fond de la brousse et qui, tous les jours, même s'il ne voit personne, se met en costume de major pour pouvoir dîner. Est-ce que c'est ça le propre de l'homme? Est-ce que c'est justement conserver en tout lieu sa dignité? Oui, c'est vrai. Ça pourrait être une définition intéressante. C'est ça, ne rien lâcher? Oui. En partie, oui, c'est vrai. Oui. Je suis un homme, donc il y a des choses que je ne peux pas me permettre, même si je suis entièrement seul au fond de la jungle. Oui, c'est intéressant. Alors, on en vient aux questions rituelles. Alors, cette fois-ci, on va en faire deux. La première question, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de devenir chrétien, par quoi dois-je commencer » Je pense que je lui proposerais de regarder ce que le Christ a fait et de regarder à quel point c'est civilisateur. Parce que finalement, la première chose, avant même d'avoir la foi, c'est de regarder ce qui a été fait au nom de cette foi, parce que c'est quand même très important, ce qui est le plus important, finalement. Si cette foi n'avait donné que des œuvres minables, ça serait pas vraiment intéressant. Donc là, je pense qu'il y a une œuvre civilisatrice dans l'Évangile. Et ça porte des fruits civilisateurs, et ça me paraît incroyablement important. Deuxième question, au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? C'est la question que je posais, la question classique. J'aimerais que Dieu me dise tu n'as pas fait naufrage. Qu'est-ce que ça veut dire? Je trouve que c'est très difficile de vivre. Oui. Et c'est très difficile de ne pas faire naufrage. Voilà. Donc j'aimerais bien rester au niveau de l'eau. Voilà. L'eau, c'est quoi? C'est la dignité humaine dont vous parlez, c'est-à-dire le respect de soi et tout ce qu'on a engagé autour de soi. Et je trouve ça extrêmement difficile. Donc voilà, ça vous paraît peut-être négatif, non. Mais pour moi, ça n'est pas négatif. Non. Oui, comment le rendre positif, justement? On pourrait le transformer en faire œuvre d'homme, quoi. Ça pourrait être ça. Mais je ne sais pas. Je pense que finalement c'est très difficile de faire œuvre d'homme. Il y a trop d'épreuves, il y a trop de
de complexité à cela. Et donc pour moi, la tâche, elle est plutôt de ne pas sombrer. Merci beaucoup, Chantal Delsol. Alors, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes l'auteur de vous êtes l'auteur de beaucoup de livres, mais votre dernier livre, Qu'est-ce que l'homme, aux éditions du Cerf, où vous parlez justement de ce que c'est que le propre de l'homme. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.